Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, focus sur le coworking, mais pas le coworking dans les très grandes villes, le coworking dans des zones peut-être plus petites pour redynamiser justement les territoires. On en parle avec Loïc Hervé, il est le directeur général délégué de Perial. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire, le plan Marseille en grand, ça tombe bien, le chef de l'État est depuis 3 jours à Marseille. On en parlera avec Thierry Vanderdonck, qui est président Les Entrepreneurs de l'Uvaune-Vallée. On en parlera, c'est la partie est de Marseille, avec beaucoup d'entreprises engagées dans cette dynamique. Et puis le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler de cette loi travail. Elle va arriver au Sénat, elle est étudiée d'ailleurs en commission des affaires sociales. On aura comme invité aujourd'hui Marc Ferracci, député Renaissance. Il est l'auteur et le rapporteur de la loi sur l'assurance chômage et il était en groupe de pilotage justement sur le travail. On fera le point avec lui. C'est un proche du chef de l'État. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer, tension RH dans les métiers de l'optique. C'est compliqué de recruter, notamment des opticiens diplômés. On fera le point avec Fabienne Cailly. Elle est directrice formation et RH réseau chez Chris Group. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, coworking, on en parle depuis presque un an, plus d'un an maintenant. La crise Covid a accéléré cette question du coworking et de la manière dont on travaille. On en parle avec Loïc Hervé. Bonjour Loïc. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur général délégué de Perial. D'abord un petit mot sur Perial, parce qu'on connaît les grandes marques de coworking à Paris et ailleurs. Vous faites du coworking ? Alors, Perial Asset Management est une société de gestion indépendante française qui est présente depuis près de 60 ans sur le marché en fait, des SCPI. Donc, on fabrique des produits d'épargne et derrière, on met de l'immobilier, historiquement de l'immobilier de bureau et aujourd'hui avec de la diversification dans d'autres produits. Donc, comme notre responsabilité première, c'est faire de l'immobilier de bureau, on se pose bien entendu des questions fondamentales sur les tendances que vous avez évoquées. Et bien entendu, post-Covid, l'évolution du marché du travail et donc de la place du bureau au sein de ce marché. Un mot sur le boom du coworking, et ça évidemment ce marché vous l'observez, vous voyez ce développement d'espaces de bureaux qui auparavant étaient des bureaux sont devenus du coworking. Ça c'est vrai pour Lyon, Paris, Marseille. C'est moins vrai pour des villes intermédiaires. Et c'est ça votre défi et votre cible ? En fait, il y a d'abord une tendance de l'évolution de l'organisation du bureau en tant que tel, donc devenir beaucoup plus en flex office avec des services. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est opéré directement par le propriétaire, soit un coworker, donc un exploitant, va venir exploiter ces espaces de bureau. Effectivement, vous avez raison, historiquement, c'est très inscrit dans les cœurs de ville parce que le business model, sans doute, fonctionne mieux avec des niveaux de loyer élevés. Néanmoins, ce qu'on a voulu relever à travers la marque que nous venons de créer, qui est Factorise, c'est d'aller adresser une clientèle qui n'était pas adressée jusqu'ici sur des territoires qui le méritent, bien entendu, parce qu'il y a toujours des entreprises sur ces territoires-là. Des télétravailleurs. Aussi des télétravailleurs, et ça, c'est nouveau. Et ça va permettre d'adresser l'ensemble de cette clientèle, donc dans des villes effectivement plus secondaires, donc la première couronne, par exemple, en région parisienne, ou la deuxième couronne, mais c'est valable sur toutes les villes intermédiaires, ou valable dans les grandes métropoles régionales, en première et en deuxième couronne également. Vous avez fait des associations, IWG Regus, enfin en tout cas en travaillant avec Regus, qui lui est un opérateur, j'allais dire, un peu historique parmi les grands. Là, vous volez de vos propres ailes dans ces villes intermédiaires, vous serez siglé Factory ? Alors, on a créé un concept, effectivement, qui consiste à la fois créer du service au sein de nos immeubles et donc offrir des services de type coworking au sein de nos immeubles, mais également les ouvrir sur l'extérieur, sur la ville, donc en partenariat d'ailleurs avec les commerçants, avec les associations autour, et donc d'aller chercher les habitants qui vont finalement travailler chez eux dans des conditions souvent très moyennes pour venir chez nous. Et ce partenariat, donc on a créé le concept, on a créé la marque Factorise et après on a voulu s'appuyer sur un opérateur qui allait savoir au quotidien gérer avec son personnel et commercialiser les lieux. Et donc on s'est associé au leader mondial du sujet, IWG, donc avec notamment la marque historique Regus que tout le monde connaît. Puisqu'ils ont changé d'ailleurs de nom, c'est IWG. Alors, c'est le groupe IWG, donc il y a la marque Regus. Exactement, la marque Regus,
la marque Spaces, et donc il y aura la marque Factories également, marque de Perial Asset Management, qui sera commercialisée par le groupe IWG. Donc Loïc, si je vous entends bien, l'idée c'est aussi de dire aux commerçants, tiens, venez donc peut-être travailler ensemble, faire se croiser, faire se rencontrer. On ne sera pas typiquement dans le start-upper qui vient avec son collaborateur. C'est un autre public aussi que vous allez chercher là. Exactement, ce n'est pas la première cible. La première cible, c'est en fait, c'est globalement de viser l'écosystème autour de l'immeuble, dans une démarche finalement responsable. D'abord parce que les gens qui vont venir travailler sur nos immeubles viennent à pied ou en transport doux, donc en termes de bilan carbone, on très est positif. Quelque chose de très positif. Et puis créer de la porosité avec l'environnement immédiat. Donc effectivement, typiquement, dans une ville qui se vide en fait du matin au soir, avec des travailleurs qui viennent d'autres villes et les travailleurs qui partent, là pour le coup, c'est un peu de fixer localement, redonner quelque part du dynamisme au tissu local. Et on est persuadé effectivement que les mairies, notamment, les collectivités locales, vont apprécier cette approche parce que ça permet de redynamiser les cœurs de ville. Je voudrais quand même donner quelques exemples parce qu'il y a les deuxièmes couronnes, Malakoff, le Bourget, mais vous allez à Brest, vous allez à Clermont-Ferrand, vous allez à Carquefou, près de Nantes, très intéressant. C'est-à-dire que effectivement, ce sont des zones industrielles dotées de beaucoup d'entreprises. C'est aussi peut-être même de dire au RH, mais faites venir vos salariés chez nous. Il y aura du service, il y aura de l'échange. Qu'est-ce que vous apportez de plus qu'un coworking parisien en termes de service? Comment vous les attirez finalement vos futurs clients? Alors, je n'opposerai pas le coworking parisien aux autres coworking. C'est globalement l'approche est d'offrir un lieu de vie, déjà un lieu de sociabilisation. Finalement, quelqu'un qui va rester 3 jours chez lui à télétravailler, non seulement il n'a pas forcément les moyens de se payer sa pièce en plus, soit il vit seul et il a un problème de sociabilisation, soit au contraire il est un petit peu surchargé à la maison et c'est pas simple non plus. Donc déjà d'offrir un écrin de sociabilisation et puis un écrin de confort également, puisque là pour le coup on retrouve des choses aussi basiques que un siège de bureau, des écrans qui permettent de travailler correctement et puis une sécurité quelque part sanitaire également, puisque là on est sur des locaux sur lesquels on a fait très attention aux matériaux, au traitement d'air, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un logement qui au fond, n'a jamais été fait pour travailler. C'était le grand débat d'ailleurs de la période Covid, avec des difficultés de pouvoir conjuguer vie pro, vie perso et les enfants, puisqu'on a oublié cette période, exactement, mais qu'on a tous vécu. Ça, c'est les villes sur lesquelles vous allez ouvrir, c'est 15 sites. Avec l'idée d'en déployer encore plus? Oui, tout à fait. On pense que, alors déjà en région parisienne, on a une quinzaine de projets aujourd'hui. Vous avez cité donc les 2 premiers qui vont ouvrir, au Bourget et à Malakoff. C'est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, c'est là où on s'implante. Il n'y avait pas forcément ce type d'offre aujourd'hui. Et on a reçu, dans les discussions qu'on a eues avec les mairies concernées, un très bon accueil localement. On a effectivement une quinzaine de sites, déjà une vingtaine de sites en région parisienne. On est présent, Perial Asset Management, historiquement, dans toutes les métropoles régionales françaises depuis plus de 55 ans. On investit dans ces territoires et c'est justement travailler à redonner de l'attractivité et à renforcer l'attractivité des territoires. Merci Loïc Hervé avec cette initiative. Vous verrez peut-être dans les villes où vous habitez, que j'ai cité, il y en aura d'autres. Factories. Factories. Comme la Factories à New York. Vous savez, la Knitting Factories. Eh bien, il y a bien entendu une filiation avec l'approche d'Andy Warhol sur le sujet. Bravo, Andy Warhol, le lieu mythique d'Andy Warhol à New York. Merci Loïc d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. On tourne une page et on va partir à Marseille. Alors l'actualité était focus sur Marseille avec la présence du chef de l'État Emmanuel Macron pour prolonger tout ce qu'il avait annoncé. Et on parle aujourd'hui, et dans les entreprises s'engagent, du plan Marseille en grand. On en parle tout de suite avec notre invité. Les entreprises s'engagent avec ce réseau d'entreprises qui grossit d'ailleurs de semaine en semaine. On va partir à Marseille. Alors on a beaucoup parlé de Marseille avec la présence du chef de l'État qui est revenu pour 3 jours pour porter un certain nombre de projets, d'initiatives et faire des annonces nationales d'ailleurs de Marseille. Et on accueille Thierry Van der Donkt. Alors vous n'avez pas un nom marseillais, c'est plutôt un nom flamand. Origine du nord de la France, je suis né à Amiens. À Amiens, oui, j'étais pas loin. Vous voyez, président de Les Entrepreneurs de l'Uvaune-Vallée,
LEHV. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la région de Marseille, c'est la zone de l'Est de Marseille. Mais Marseille, intramuros, j'allais dire, les 6 arrondissements, cœur de ville, on est bien d'accord. Exactement, on part de la Valentine jusqu'au Prado, jusqu'à la mer, et 6 arrondissements. Ouais. Association que vous représentez aujourd'hui, parce que vous avez aussi une activité professionnelle, par ailleurs, au sein d'EDF, vous représentez 320 entreprises de l'Est, du Sud de Marseille, avec d'énormes entreprises. On peut les citer quelques-unes, il y a Leroy Merlin, il y a Ikea, enfin toutes ces entreprises. Tout à fait, il y a de l'industrie avec Heineken, Henri Blanc, Arkema, on a des boîtes de services, on a en fait... Et puis, c'est très très riche parce qu'on a des boîtes de tout type de taille, de 1 salarié jusqu'à 600 salariés. Alors c'est intéressant parce que Thibaut Guilhuy, qui vient régulièrement sur notre plateau, vous l'avez rencontré. Tout à fait. Et il s'est dit, mais c'est très intéressant ce groupement d'entreprises parce que son initiative et sa volonté, c'est de créer de l'emploi, faire se rencontrer l'offre et la demande. Bah, vous lui avez dit banco. On l'a dit banco, on a travaillé avec lui, on a fait une réunion de travail, on a fait 33 propositions pour France Travail. On a eu un échange construit et on a un historique. C'est-à-dire, nous, on prend des entreprises, on les fait travailler ensemble. On leur fait faire de la synergie et c'est intéressant de travailler sur des plus-values qu'on peut faire ensemble. Alors c'est quoi? Échange d'expérience? Échange d'expérience, échange sur la mobilité, sur l'emploi. Sur l'emploi, on a fait déjà des POEC, donc des préparations opérationnelles à l'emploi, dans le commerce, dans l'industrie. Donc on a ce petit retour d'expérience. On innove dans notre façon de recruter, puisqu'aujourd'hui il faut être innovant, mais ça suffit pas. Et un mois après la venue de Thibaut Guilhuy, on a fait venir Sabrina Roubache-Agresti, qui est notre députée de notre circo. Oui. Et on a fait un tour de table avec les commerces. Il y avait une dizaine de commerces. Et même constat, de moins en moins de demandeurs d'emploi. Mais aussi candidats. Et pas de candidats. Et les candidats qui restent, parce qu'on nous en amène quand même, ils ne sont pas adaptés aux besoins. Et là, on arrive vraiment sur un problème de sourcing. Donc, on a travaillé là-dessus pour innover. On a travaillé sur ce souci de sourcing en disant, déjà, faisons un diagnostic, partons des besoins de l'entreprise. Et là, on vient de valider un PRIC avec Pôle emploi, donc qui est un pacte régional d'investissement dans les compétences, en disant, voilà, quel est vraiment le diagnostic du sourcing? On a 3 choses. La première, c'est qu'on a des gens qui sont éloignés des codes de l'emploi. Clairement. Voilà, très clair. Donc ça, c'est les soft skills, c'est l'attitude, la posture. Exactement. Voilà, ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on rêve de télétravail. Et donc, aller faire travailler des gens le week-end en grande distribution, c'est déconnecté. En amont, ils ne veulent pas. C'est clair. Un poste de vendeur au printemps, la directrice du printemps nous dit, on nous demande s'il n'y a pas du télétravail. Vendeur au printemps, voilà. Et donc, il y a ce sujet-là. Et troisième sujet qui est extrêmement important, et ça, je crois que même dans l'éducation nationale, on devrait y travailler en amont, un problème d'aisance à l'oral. Et quand vous faites de la logistique, même dans la grande distribution, il faut savoir parler à un client. Vous êtes le dernier maillon de la chaîne et c'est important d'avoir cette aisance à l'oral. On en revient aux soft skills. C'est la capacité d'aller chercher un client, d'être capable de l'écouter et de pouvoir l'adresser, enfin en tout cas pouvoir l'accompagner. L'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler ce sourcing. Et là, on est parti d'une idée, donc d'un besoin de l'entreprise qu'on travaille avec Leroy Merlin et son management RH. Ils ont même une responsable de la marque employeur. Et donc, on travaille avec eux en se disant, et puis des boîtes de formation qui sont avec nous, Muse Formation, Institut Cadenel. Et en fait, on a essayé de faire une formation qui soit motivante. Parce qu'il y a aussi un sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on peut intéresser les gens. Donc, on a créé le modèle en 3 temps. Un premier temps de formation classique, un deuxième temps d'immersion en entreprise, mais l'immersion en entreprise, vous savez comment ça se passe. Si c'est pour assister et faire le stage photocopieuse, on a des gens qui s'endorment à écouter. Ou être passif, quoi. Voilà. Alors nous, ce qu'on va leur faire, c'est des interviews, c'est-à-dire un objectif journalistique. C'est-à-dire qu'ils vont devoir aller faire des interviews en entreprise et nous faire un rendu télévisé, puisqu'on a un petit studio d'enregistrement et on va travailler là-dessus. On est déjà dans le 3e ton, c'est-à-dire à la fin, ils vont avoir passer sur un studio télé, parce qu'on a aussi un petit studio télé, on passe une petite émission une fois par semaine, ça s'appelle LEHTV. On est suivi par 1500 personnes. Et c'est un outil de formation. Et c'est un outil de formation. C'est-à-dire que quand on passe dans un plateau comme on est là, et ben en fait, voilà, on se doit, surtout aujourd'hui, de travailler son image et on va travailler là-dessus. Et puis, donc, sur ces 3 points forts, ces 3 axes de travail, on va rajouter quelque chose d'important dans le code de l'entreprise, qui me semble très, très important, c'est de travailler sur le mérite. Voilà. Comment on travaille sur le mérite ? Tout simplement, on crée une monnaie.
On l'a déjà fait avec des entrepreneurs, c'est le LEH Job. On a des petits billets, et au lieu de leur dire c'est pas bien, t'es pas venu à la formation, c'est quand t'es venu, t'as droit à quelques LEH Job. Quand t'as participé, t'as droit à plus. Et une fois que t'es arrivé à un certain montant, on va t'offrir des choses. Enfin, on va pas te les offrir, tu les auras mérité. Tu les auras arrachés par ta rigueur, par ton travail. Voilà. Et donc c'est une récompense, c'est la récompense. C'est la récompense. Et cette récompense, qu'est-ce qu'il va avoir par le printemps, on va faire un personal shopper. Nous, on en a fait un, c'est génial. Ouais, c'est top. On travaille sur l'image aussi, l'image de soi. Le relooking, on en revient aux soft skills. Voilà. Tout en restant dans son identité. La deuxième chose, c'est qu'on aura droit à cette fameuse émission de télé qui passera sur notre station. Et la troisième chose, c'est qu'il aura droit à 5 speed dating avec des dirigeants d'entreprise. Et tout ça, on va le faire en 4 sessions de formation durant les 9 mois qui arrivent pour faire en sorte qu'on ait vraiment des gens qui changent. Parce que pour moi, le travail, il ne faut pas le voir juste comme une contribution financière, c'est un vrai projet de vie. C'est-à-dire, on rentre, on est content de raconter quelque chose. Et ça, nous, on se doit, entreprise, de le donner à ces gens qui sont éloignés de l'emploi et qui l'ont peut-être plus. Remettre finalement des jeunes et moins jeunes d'ailleurs sur les rails, mais pas que du travail, sur les rails de l'attitude, du comportemental. Merci. C'était avec Sylvain Raymond, on en avait beaucoup discuté. Le directeur général. Exactement. Et je précise, il faut le repréciser, que vous êtes membre, un des membres, parce que Thibaut Guilluy est souvent venu à Marseille, un des membres de ce réseau des entreprises s'engagent. Bravo pour ce que vous faites, Thierry Vanderdonk, président des entrepreneurs de l'Uvaune-Vallée, et ça se trouve à l'est de Marseille, intra-Marseille, dans les arrondissements de Marseille, avec ce beau réseau de 320 entreprises. Venez nous rejoindre. Mais je n'y manquerai pas. Merci Thierry de nous avoir rendu visite. Et vous aviez d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais l'OM aussi, parmi votre réseau. L'OM qui est une figure emblématique avec Bonne-Mère, Notre-Dame de la Garde à Marseille. On fait une courte pause et on va faire un grand entretien. On va rester dans l'esprit du travail. On va accueillir Pierre Ferracci, qui est député Renaissance et qui va nous parler évidemment de son regard sur le travail, sur cette révolution du travail, mais aussi sur cette loi travail en préparation et en gestation. Elle va être examinée au Sénat et elle suscite évidemment un certain nombre de débats. On accueille Marc Ferracci en grand entretien juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui dans Smart Job avec Marc Ferracci. Bonjour Marc. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors vous le savez parce que vous êtes un habitué de l'émission, mais votre père, Pierre Ferracci, vient régulièrement aussi parler du dialogue social et des enjeux. Vous êtes député Renaissance des Français établis hors de France. Vous avez piloté un groupe de travail récemment justement sur ces sujets de travail. Vous avez été le rapporteur de la loi sur l'assurance chômage. Vous êtes un fin connaisseur de ces sujets et arrive à l'Assemblée nationale, d'ailleurs au Sénat, puisque la commission examine en ce moment au Sénat la loi plein emploi, qu'il ne faut pas appeler loi travail, même si évidemment il sera question de travail. Et vous portez vous-même une proposition de loi qui va être déposée ou qui a été déposée autour de la discrimination à l'embauche. On reviendra sur un certain nombre de sujets. D'abord, juste un petit mot. Le député que vous êtes est vraiment fin connaisseur à la fois du monde du travail, du monde de l'entreprise. Ces violences dans les quartiers qu'on voit là depuis 2 nuits, de jeunes de Toulouse, de banlieue parisienne. Est-ce qu'on ne va pas avoir, après le temps du deuil, le temps de ce drame terrible, un débat autour de comment faire pour donner un autre sens à la vie que d'aller la nuit envoyer des mortiers sur des policiers? Ce débat-là va avoir lieu. Pas tout de suite, on est dans le temps du deuil. On est dans le temps du deuil, on est dans le temps de l'enquête judiciaire. Et s'il n'y a pas une enquête judiciaire qui est menée de manière prompte et qui aboutit à des conclusions claires, évidemment que l'apaisement sera difficile. Mais vous avez raison. On a besoin d'avoir plus qu'un débat. On a besoin d'avoir des actions maintenant très fortes sur la manière dont on donne des perspectives aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, qui vivent dans les quartiers prioritaires de la ville, qui vivent dans les banlieues, même si le terme de banlieue est un peu réducteur. Moi, vous l'avez dit, je porte une proposition de loi qui vise à lutter en généralisant les pratiques qu'on appelle les pratiques de testing. C'est en lien avec le sujet là. Oui, il se trouve que l'actualité donne un petit éclairage peut-être supplémentaire à cette proposition de loi, mais quelle est la question au fond ? Eh bien, c'est d'éviter la relégation
de quartiers entiers et à l'intérieur de ces quartiers, la relégation de populations entières. Reléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas avoir accès au marché du travail, ne pas avoir accès aux services publics de la manière la plus fluide qui soit. Et ça, c'est un sujet de discrimination sur lequel il faut qu'on agisse. Et plus largement, je crois que des annonces seront faites dans les prochains jours par le gouvernement, mais plus largement, on a besoin de se doter d'une stratégie globale pour sortir les quartiers de la relégation, évidemment. Apartheid social, on ne veut pas revenir sur ce mot qui avait fait couler beaucoup d'encre prononcé par Manuel Valls. Certains comparent déjà ces violences aux émeutes de 2005. Et j'ai quand même le sentiment, en accueillant ici sur ce plateau, qu'il se passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de structures, beaucoup de fondations qui organisent l'insertion de cette jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si compliqué? C'est très juste ce que vous dites. Il y a beaucoup d'acteurs qui, sur le terrain, font souvent un travail formidable pour aller chercher les jeunes, pour les amener vers des solutions d'insertion. Ça peut être une mise en situation professionnelle, ça peut être une formation, ça peut être un job, tout simplement. Il y a peut-être trop d'acteurs quelque part, parce que l'éclatement ne favorise pas forcément le fait d'avoir une stratégie globale et efficace à destination des quartiers. Et c'est là que l'État a sans doute une responsabilité. Moi, je suis convaincu que l'État ne peut pas tout faire et qu'il faut s'appuyer sur le secteur privé, qui soit d'ailleurs à but lucratif ou non lucratif, les associations. C'est un des enjeux d'ailleurs, on va en parler, du projet de loi sur le plein emploi qui va refonder notre service public de l'emploi avec France Travail et qui devra, d'une manière ou d'une autre, mettre tout le monde autour de la table et notamment tous ces acteurs de l'insertion. Tournons-nous vers cette loi plein emploi. Alors, elle a été chahutée parce qu'elle a été repoussée, le débat sur les retraites. Juste un petit mot. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez vécu évidemment comme un vice-président, un député important de cette majorité, vous considérez aujourd'hui que les retraites, c'est derrière nous et qu'on n'en parle plus ou pas? Est-ce qu'on est passé à autre chose? Je pense que les Français ont, d'une manière ou d'une autre, envie de tourner la page. On sait que le débat a été âpre, que dans l'hémicycle et même dans la société, cette réforme, au fond, va laisser des traces. Donc il ne faut pas faire comme si elle n'allait pas laisser de traces. Mais je pense qu'on a besoin de se projeter dans autre chose. Et c'est précisément ce qu'on essaye de faire, à la fois avec la loi sur le service public de l'emploi, dont on va parler, mais aussi avec des éléments qui vont intervenir un peu plus tard sur l'usure professionnelle, sur l'emploi des seniors, sur l'articulation des temps personnels et des professionnels. Des sujets pas traités pendant la réforme des retraites, vous réinsérez en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les traiter un petit peu plus tard? Parce que ce sont des objets de négociation entre les partenaires sociaux. En ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que la Première ministre, le gouvernement, est en train de discuter avec les partenaires sociaux de ce qu'on appelle un agenda social, c'est-à-dire d'un ensemble de thèmes sur lesquels ils vont pouvoir négocier. Une fois qu'ils auront négocié... Donc ça dialogue, excusez-moi, parce que tout le monde avait dit il y a encore un mois, plus personne ne se parlera. On revient à la table. On se reparle, toutes les organisations, y compris certaines qui étaient... très radicales dans leur opposition à la réforme des retraites sont autour de la table, et ça c'est un point positif. Ils vont négocier, j'espère qu'ils aboutiront à des accords interprofessionnels avec les organisations patronales, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, nous, parlementaires, gouvernement, le législateur, transcrira ces accords dans la loi, comme on est en train de le faire aujourd'hui même, avec un accord très important sur le partage de la valeur, qui a été négocié par les partenaires sociaux. Les ANI. Et qui, tout à fait, les ANI, les accords nationaux interprofessionnels, eh bien, cet accord a été adopté en première lecture il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Un petit mot, avant de nous jeter de plein pied dans cette loi plein emploi, parce qu'elle est au Sénat et que j'ai lu que la rapportrice Pascale Grévy considérait qu'il fallait garder le mot Pôle emploi et ne pas le transformer en France Travail. On va en parler, mais un petit mot sur les propos du président de la République à Marseille. Il est retourné à Marseille pour faire des annonces pour les Marseillais et pour les Français, puisqu'il a parlé du temps scolaire. Est-ce que vous voyez dans les mots du président, lorsqu'il est interpellé par cette femme qui lui dit « Mon fils ne touche plus le RMI », le président lui répond il suffit de faire un tour sur la Canebière, il y a 10 offres d'emploi. La Provence, d'ailleurs, vous avez vu, s'est amusée, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. La Provence, le journal, s'est amusé à faire lui-même le tour de la Canebière. Et il a trouvé, vous avez vu le chiffre comme moi, vous souriez, 13 emplois disponibles. Oui. C'est intéressant parce que ça montre, au-delà de la polémique, ou du début de polémique, l'idée qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Tout à fait. Alors, je vais me permettre de manière
avec le sourire, de faire une petite précision, parce que nos amis marseillais qui nous écoutent pourraient penser qu'on n'a pas tout à fait la géographie de la ville en tête. C'était sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port, absolument. Je précise que la Canebière est perpendiculaire au Vieux-Port, pour ceux qui connaissent Marseille. Donc, non, plus sérieusement, évidemment que dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions, aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement. Pas simplement dans l'hôtellerie-restauration, puisque le Vieux-Port, évidemment, il y a beaucoup de restaurants. Exactement. Mais le point, c'est que c'est une difficulté qui touche tous les secteurs d'activité aujourd'hui quand on regarde les statistiques. Donc on a besoin de se doter d'une stratégie pour répondre à ces besoins de recrutement, parce qu'on a toujours 7% de chômage. Évidemment, il y a eu une baisse forte. De 9,5 en 2017, on est passé à 7,1 aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Et pour ça, on a besoin de résoudre ce paradoxe qui voit coexister des chômeurs avec des emplois vacants. C'est naturel sur un marché du travail. Il peut toujours y avoir cette inadéquation, mais là, elle est assez forte en France. Absolument. Elle est assez forte. Entre le flux et le stock. Alors, ce n'est pas forcément une histoire de flux et de stock, c'est surtout le fait qu'on a besoin d'aller chercher maintenant des gens qui sont de moins en moins faciles à remettre en emploi, parce qu'ils ont parfois des difficultés plus lourdes. Quand vous avez 10% de chômage, faire baisser d'un ou deux points, c'est facile, parce que... Là, c'est 5,5 l'objectif. Hein. Le plein emploi, c'est 5,5. Oui, c'est 5, 4. On peut se donner toutes les ambitions qu'on veut. D'ailleurs, moi, le taux de chômage n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent pour moi. Le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens qui travaillent, est plus intéressant de mon point de vue. Et on a un taux d'emploi à 68% qui est 10 points inférieur à celui de l'Allemagne, à celui du Royaume-Uni, à celui des États-Unis. Et c'est ça qui explique une partie de nos difficultés, notamment à investir dans l'avenir. Donc, pour répondre à votre question et à ce qu'a fait et à ce qu'a dit le président de la République, il a pointé un problème très réel sur lequel il y a une stratégie globale qui passe par la formation, qui passe par l'assurance chômage, donner de meilleures incitations. Vous l'avez dit, j'étais rapporteur d'une loi sur l'assurance chômage au début de cette législature. On a besoin d'appuyer sur beaucoup de leviers et aussi de responsabiliser les employeurs sur les salaires et sur les conditions de travail qu'ils proposent. Sur les salaires, puisqu'on l'évoque souvent sur ce plateau, parfois des métiers le week-end, des métiers la nuit doivent être rémunérés à leur juste valeur. Un mot quand même sur ce travail au Sénat. Le texte va arriver au Sénat, cette loi plein emploi, et la rapporteure, je le redis parce que parfois les symboles sont importants. Elle dit, mais nous ne souhaitons pas déboulonner Pôle emploi. On voudrait que le nom reste Pôle emploi et qu'on ne débaptise pas Pôle emploi en France Travail. D'abord, qu'est-ce que ça vous dit du débat qui va avoir lieu au Sénat? C'est une question qui n'est pas une question cosmétique. Non, je ne crois pas. C'est une vraie question parce que, d'abord, les gens sont attachés à leur service public et notamment au service public de l'emploi. Donc ils ont besoin de se référer à quelque chose qui leur parle. Néanmoins, moi, je crois en cette transition de Pôle emploi en France Travail. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la transition, ce n'est pas simplement ripolliner la façade. Ce n'est pas simplement changer le nom sur les agences. C'est pas ça le projet de France Travail. Le projet, c'est au fond de mettre tout le monde autour de la table. Un grand nombre d'acteurs qui aujourd'hui, dans les territoires et au niveau le plus local possible, dans les bassins d'emploi, ne se parlent pas suffisamment. Les régions, les départements, les intercommunalités, pour régler un certain nombre de freins à l'emploi, comme la garde d'enfants, la formation, l'accès au permis de conduire. Au niveau local, on a besoin d'organiser, et c'est un des objets de ce projet de loi, d'organiser une coopération, une coordination, une collaboration et d'embarquer tout le monde dans le même bateau. Et ça justifie, de mon point de vue, de franchir le Rubicon et d'aller vers un nom différent qui soit France Travail. Alors, il y a l'idée dans ce texte, et j'allais dire dans le rapport déposé par Thibaut Guilhuy, qui vient régulièrement sur notre plateau, faut-il le préciser, 99 propositions avec l'esprit du donnant-donnant. C'est-à-dire que vous vous inscrivez, même lorsque vous êtes allocataire au RSA, ce qui est quand même nouveau, vous êtes finalement pris en charge, on ne vous oublie pas. Est-ce que c'est ça la philosophie? Et est-ce que c'est comme cela que les députés et les sénateurs vont l'entendre? J'espère, parce que c'est effectivement ça la philosophie. Au fond, c'est la notion d'engagement réciproque. Les personnes s'engagent à rechercher un emploi de manière active. Le service public s'engage à leur donner des moyens, à les accompagner, à leur proposer des solutions et à lever tous ces freins périphériques qui parfois empêchent de commencer même à chercher un emploi. Et donc la notion d'engagement réciproque, ça va s'incarner de manière très concrète dans ces fameux 15 à 20 heures d'activité en lien avec l'insertion professionnelle qu'on va imposer progressivement. C'est le point le plus irritant, Marc Ferracci, je m'autorise à le dire, parce que même des entreprises ici sur ce plateau nous disent, nous on veut bien, mais comment on fait? C'est un emploi, c'est pas un emploi, c'est quoi l'idée? Eh bien,
ça n'a pas vocation à être défini par la loi. Il faut se donner de la souplesse là-dessus. Tout ce qui est en lien avec l'activité professionnelle a vocation à figurer dans ces 15-20 heures et ça sera précisé un petit peu plus tard par voie réglementaire ou dans le fonctionnement quotidien de France Travail. Donc le sujet, c'est quoi ? Le sujet, eh bien, c'est de résoudre cet échec collectif qui fait que, vous avez évoqué le RMI tout à l'heure, on est dans le RSA et plus le RUI, mais au fond, vous avez pointé un vrai sujet, c'est que depuis 1988 et la création du RMI, on a cette ambition de l'insertion des personnes. Aujourd'hui, 42% des bénéficiaires du RSA sont inscrits depuis plus de 7 ans. Ils sont indemnisés depuis plus de 7 ans. Et sont mis sur le côté. Donc, objectivement, on ne les a pas accompagnés. Et donc, derrière cette mesure, il y a effectivement l'idée de mieux accompagner, d'y mettre les moyens. Et Thibaut Guilluy, si vous le recevez fréquemment, qui est à la pointe de ce sujet, a dû vous dire que ça coûte des milliards de mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, mais ça rapporte aussi, parce que socialement, économiquement, l'inclusion présente des bénéfices évidents. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire la très bonne littérature de Stéphane Soumier, qui est un des journalistes éminents de notre chaîne, qui a fait une tribune passionnante justement sur les échos de Bismarck, qui disait, mais finalement, il y a je le dis avec beaucoup de prudence, mais il y a un taux incompressible de personnes qui, au RSA, ne seront pas récupérables, qui sont éloignées depuis trop longtemps de l'emploi pour que même la puissance publique et les efforts faits leur permettent de retrouver le chemin de l'emploi. Est-ce que vous avez ce regard-là, ou est-ce que vous dites, après tout, on se donne les moyens de pouvoir, j'allais dire, sauver et de réinsérer toutes ces personnes ? C'est un sujet, ça, quand même. Vous avez raison. Il y a l'ambition et il y a le constat lucide. L'ambition, elle repose sur l'idée que nul n'est inemployable, que tout le monde peut trouver un job. Après, il y a le constat lucide, qui est que certaines personnes ont des difficultés tellement lourdes en termes de santé, en termes de détresse psychologique, en termes de désaffiliation sociale, que c'est très difficile d'envisager leur retour à l'emploi, sauf en s'inscrivant dans une logique de parcours qui peut durer des années. Et quand vous discutez avec les acteurs de l'insertion, ils vous disent qu'il y a des étapes incompressibles qu'il faut franchir pour resocialiser, refaire prendre confiance à ces personnes. Ça peut prendre des années. Donc moi, je vais être un petit peu, je vais dire oui et non à votre question. Normand sur l'affaire. Je vais être un peu normand, même si je suis corse, ça ne vous a pas échappé. Au fond, l'ambition doit être d'employer et de remettre tout le monde dans l'activité, parce que la dignité du travail, philosophiquement, tout le monde doit pouvoir y accéder. Après, les moyens deviennent exponentiels pour aller résoudre les problèmes des gens qui sont les plus loin de l'emploi. Et il évoquait évidemment le coût social exorbitant pour peut-être réussir, comme vous le dites si bien, dans un délai souvent très long, à remettre quelqu'un en selle. C'est quand même une question qui est posée. Et puis un autre point qui je trouve assez saillant, et qui est d'ailleurs porté par la rapportrice de cette loi, qui va donc commencer au Sénat en juillet. Elle dit, vous êtes trop sévère sur le donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas le jeu, que vous ne venez pas au rendez-vous, que vous ne voulez pas vous insérer, eh bien on supprime, ou on allège, ou on diminue les allocations versées. Elle dit c'est trop dur, c'est trop sévère. Qu'est-ce que vous dites sur ce point-là ? Parce que c'est un jeu. Si vous ne jouez pas le jeu, on vous retire les allocations ? Je dis qu'il faut faire confiance aux acteurs de terrain pour traiter les gens avec humanité, avec dignité, et en même temps avec l'idée que ces engagements réciproques, ils supposent quand même de s'engager à chercher un emploi de manière active. Donc si je ne m'y engage pas, si je vous entends, la puissance publique s'autorise à alléger. Mais c'est déjà le cas, vous savez. Les sanctions en matière de RSA, elles existent déjà. Elles sont au fond assez peu appliquées et de manière hétérogène suivant le territoire, parce que d'un conseil départemental à l'autre, puisque ce sont les conseils départementaux qui financent et qui accompagnent aussi, dans le cadre du RSA, avec leurs travailleurs sociaux, ont des pratiques assez différentes. Donc l'idée aussi, c'est d'homogénéiser un petit peu les pratiques pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité sur le territoire. Mais fondamentalement, nous, on assume un certain degré de contrainte. On assume un certain degré de contrainte aussi parce que des Français qui travaillent, eux, et qui travaillent 35 heures par semaine, qui gagnent peu, le SMIC ou un peu plus que le SMIC, eh bien, au fond, pourraient ne pas comprendre, et un certain nombre d'entre eux dans les territoires nous le disent, qu'il y ait cette possibilité de bénéficier des allocations et parfois d'autres sources de revenus sans avoir des engagements à respecter. Donc on assume parfaitement cet aspect-là. Projet de loi
plein emploi, proposition de loi que vous portez et que vous allez défendre lorsque l'espace se sera libéré dans le calendrier parlementaire. Un dernier mot quand même, qui est à la fois un débat philosophique et très politique, et qui d'ailleurs suscite un débat sur ce texte, la place de l'immigration dans le travail, qui est un vrai sujet. Certains disent aujourd'hui, si nous ne faisons pas appel à une immigration importante, nous ne pourrons pas pourvoir tous ces emplois, souvent peu qualifiés ou mal rémunérés. Est-ce qu'il faut assumer cette question-là, d'un point de vue, je dirais presque, et vous êtes économiste, ou est-ce qu'il faut être très prudent parce que politiquement, c'est un sujet explosif? Alors, politiquement, c'est un sujet... explosif, je ne sais pas, mais abrasif en tout cas. Ça, c'est évident. Et on le voit bien dans la préparation du projet de loi sur l'immigration qui nous occupe depuis déjà un certain nombre de mois. Il aura lieu? Il y aura le débat sur ce texte? Il est au calendrier? Il n'est pas encore au calendrier. Il n'est pas encore au calendrier. Mais je suis convaincu qu'il y aura un débat sur ce texte maintenant. Pour répondre à votre question, d'abord, regard d'économiste. Oui. Aucune étude sur données françaises, j'insiste bien parce qu'il en existe d'autres sur données étrangères, américaines par exemple, ne met en évidence des effets négatifs de l'immigration sur l'emploi des personnes natives, c'est-à-dire des Français qui sont là, les salaires des personnes natives. Donc il faut déjà évacuer ce mythe selon lequel les immigrés prendraient la place des Français. Ensuite, il y a un deuxième constat qui remonte aussi du terrain, qui est qu'un certain nombre d'immigrés qui sont dans leur grande majorité rentrés sur le territoire de manière régulière, mais qui ont vu leur titre de séjour arriver à expiration, exactement, se trouvent dans une situation d'insertion professionnelle, ils travaillent, ils payent des cotisations sociales et des impôts. Dans l'obligation de retourner dans le territoire d'où ils viennent. Néanmoins sont en situation irrégulière. Le sens de ce projet de loi, la partie, on va dire, régulation, intégration par le travail de ce projet de loi, vise à permettre la régularisation de ces personnes dès lors qu'ils appartiennent à des métiers dits en tension. Et l'avancée, et c'est là que moi je pense qu'il faut qu'on soit ferme au niveau de la majorité présidentielle sur ce sujet, l'avancée que représente cette mesure, c'est que désormais, si cette mesure est adoptée, les gens pourront initier leur régularisation par eux-mêmes, c'est-à-dire sans l'accord de l'employeur. Or, vous le savez, il y a un certain nombre d'employeurs qui s'accommodent très bien d'avoir des travailleurs immigrés qui sont en situation régulière, qui en profitent et qui les exploitent. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai dans la restauration, puisqu'il y a les secteurs ça peut arriver. Dans exactement. Le BTP notamment. Donc, on a besoin d'avoir une ambition sur ce sujet. Et moi, je rajoute un élément parce que je travaille avec quelques collègues sur un amendement à ce projet de loi qui touche un domaine spécifique qui est l'immigration qualifiée. Je pense qu'on doit se doter d'une stratégie plus offensive pour faire venir des gens plus qualifiés, pour faire venir des talents. Aujourd'hui, on a un dispositif destiné à ça qui s'appelle Passeport Talent, qui est trop compliqué pour aller vite. C'est vrai. Et auquel on veut substituer un dispositif un petit peu comme ce qui se fait au Canada, de permis à points, qui soit plus transparent, plus attractif et qui permette de faire venir en plus grand nombre des gens qualifiés pour, au fond, changer la représentation de l'opinion publique sur l'immigration en incarnant de belles histoires aussi. Merci Marc Ferracci, c'est la marque employeur France que vous évoquez finalement, donner envie finalement aux talents venus du monde de venir en France. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes député Renaissance des Français établis hors de France. Vous êtes vice-président du groupe Renaissance et vous avez cette proposition de loi dont on parlera sur ce plateau sur les discriminations à l'embauche. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on parle de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'optique. Oui, c'est aussi un secteur qui est touché par les pénuries de l'emploi et on accueille Fabienne Cailly, notre invitée. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle de l'optique, des métiers de l'optique. Bon, évidemment, tous ces les industries, évidemment, et puis tous les magasins que vous voyez dans vos villes pour vendre des lunettes de vue ou de soleil. Fabienne Cailly, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice formation RH réseau chez Chris Group, une marque très connue. On parle pénurie de main-d'œuvre. Et vous êtes dans une situation, alors c'est très intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a une attractivité, que les lunettes c'est sympa, et vous nous dites le contraire, vous nous dites on a des difficultés à recruter. Pourquoi votre secteur n'arrive pas à attirer les talents et les collaborateurs ? C'est vrai qu'on est en peine à trouver des candidats. Alors aujourd'hui on fait un gros travail sur la marque employeur pour justement faire connaître ce métier qui malheureusement est méconnu. Et puis aussi, il en sort peu des opticiens diplômés des écoles d'optique aujourd'hui. Donc forcément, comme on est un certain nombre à en rechercher, on est rapidement en concurrence en tout cas.
On va faire le diagnostic, puis on va essayer de savoir comment vous mettez en place des outils très concrets, parce qu'il y a un vrai débat de sourcing. D'abord, la réalité, c'est que les opticiens diplômés, en termes de nombre, en termes de numérique, vous les arrachez, il n'y en a pas assez. Oui, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez qui rentrent dans les voies de l'optique. Ouais. Il n'y en a pas assez qui en sortent. C'est un diplôme, en tout cas, qui n'est pas si simple à obtenir en bout de course. Et puis après, il y en a beaucoup aussi, soit qui continuent leurs études, qui font autre chose, qui s'orientent aussi vers d'autres parcours. Et puis, on vit aussi ce que d'autres vivent. C'est que... on ne fait plus forcément carrière très longtemps dans son métier. Classique. Donc forcément, ça crée du turnover plus important. En termes business, parce qu'il y a évidemment toute la fabrication de ces lunettes, il y a la manière dont on va les designer, il y a beaucoup de métiers autour de la lunette, et puis il y a évidemment ce qu'on voit nous, le client, c'est-à-dire des boutiques, et on rentre dans un magasin. En enjeu business, ça veut dire quoi? Ne pas avoir d'opticien diplômé dans une boutique, c'est quoi? Vous fermez la boutique? Ouais, c'est un vrai enjeu, en tout cas pour Chris Group. Là, on a dévoilé à notre plan stratégique Cristal 2028, où on a des gros enjeux de développement. Et c'est vrai que pour développer et ouvrir des nouveaux magasins, il faut forcément avoir des collaborateurs pour les tenir, et des collaborateurs aussi heureux, puisqu'on veut avoir des clients heureux. Donc c'est vraiment ça. Alors, vous allez encore grimper au classement, mais c'est pas mal. 16e au palmarès des entreprises où il fait bon vivre à travailler en France, Great Place to Work 2023. Ouais. Ça, c'est des outils qui font qu'en marque employeur, le fait que vous veniez nous voir en plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent? Venez travailler chez nous. Pourquoi ce métier est génial? Je ne suis pas opticienne, donc je vais avoir un avis Mais justement, c'est ça qui est objectif. intéressant. Voilà. Moi, je trouve que c'est un métier complet, à la fois technique, relations clients, bien sûr, il y a de l'administratif, on vend des beaux produits, on est quand même acteur de la santé visuelle ou auditive, parce qu'on fait aussi de l'audio. C'est vrai. Donc on le voit, et d'ailleurs je vais compléter votre étude là, sur Great Place to Work, puisqu'on a une nouvelle très fraîche, puisqu'on vient d'obtenir le label Happy Index at Work de Choose My Company. Et hier soir, j'étais à la remise Bravo. des récompenses, et on a obtenu la première place. Voilà, on était sur la première marche du podium. Qualité de vie, bien-être au travail. Exactement, accompagnement. c'est vraiment, en tout cas, pour faire des clients heureux, il faut des collaborateurs heureux. Je pense que c'est la base. Et chez Chris Group, vraiment, on y croit. Donc, on a déployé pas mal de moyens pour y parvenir. Et pour nous, c'est une belle récompense. En tout cas, c'est une preuve de tout l'engagement que nos associés ont vis-à-vis de leurs collaborateurs. Avant de nous quitter, Fabienne, un mot quand même sur les outils que vous utilisez, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des difficultés même dans le mode opératoire du recrutement, c'est long, on adresse mal les CV. Comment vous faites? Parce que l'idée, c'est d'aller quand même chercher au plus près les candidats. Est-ce que vous avez changé de méthodologie? Parce que vous déployez une stratégie ambitieuse, il faut les outils derrière pour aller chercher les collaborateurs. Oui, alors bien sûr, des outils assez classiques, type nos sites de recrutement. Aujourd'hui, on achète sur les sites en ligne en 2 clics. Il faut aussi pouvoir postuler en 2 clics. Voilà, donc des choses assez simples comme ça. On est très présent aussi sur les forums, faire connaître le groupe. Et la nouveauté, en tout cas l'année dernière, c'est qu'on a aussi ouvert notre propre école, l'école by Chris Group, qui est notre CFA, pour quoi de mieux que d'être le leader de l'optique en France et d'ouvrir son propre CFA pour attirer des candidats. De bons résultats, Great Place, Choose My Company. Et un mot, combien de recrutements là vous visez et vous cherchez? Ouais, là, en tout cas, à marche normale, on est à peu près sur 500, 600 collaborateurs. Et avec notre plan stratégique, on va être sur environ 200 opticiens diplômés en plus. Et justement, on essaie aussi d'attirer maintenant des publics qui ne seraient pas diplômés. Des vendeurs qu'on formerait à l'optique. Et vous les faites grandir. Exactement. Oui, parce qu'il y a les vendeurs, et il faut quand même préciser que les opticiens diplômés font des prescriptions, enfin en tout cas des gestes que ne peuvent pas faire Tout à fait. les vendeurs de lunettes de soleil. C'est vraiment un vrai métier extrêmement technique. Merci d'être venu nous rendre visite, Fabienne Cailly. L'émission est terminée. Directrice formation et RH réseau chez Chris Group. 600 jusqu'à un peu plus de recrutement. Allez sur le site déjà recrutement, l'onglet recrutement, c'est la base. Merci, à très bientôt. Merci à vous, l'émission est terminée. Oui, ça se termine. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Héloïse au son, et merci à Nicolas Juchat et à Alexis. Puis merci à ce petit bruit de marteau-piqueur qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos messages. Bye bye.